Retour sur le plateau avec les mêmes invités, Issa Diawara, Linda Larbaoui, professeur Jean-Paul Mbelek, Samuel Djunedoriumbi et Jonathan Batengene pour parler cette fois-ci de la présidence tournante du G5 Sahel. Le président de la République du Tchad, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, est donc sommé de ne pas passer le témoin de la présidence tournante du G5 Sahel. Il faut dire que le mandat de Mahamat Idriss Déby s'achevait en février dernier. Nous sommes déjà en avril, mais il reste président du G5 Sahel simplement parce que, à la suite du Tchad, ça devrait être le Mali qui devrait assurer la présidence tournante du G5 Sahel, mais seulement le colonel Assimi Goïta semble dérangé du côté de l'Élysée. De nombreuses raisons sont évoquées pour justifier ce refus. Nous en parlons donc avec vous et nos invités, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie d'émission. On a quitté la première partie avec Issa Diawara. On va le retrouver de l'autre côté de Bamako. Eh bien, cher Issa Diawara, il faut dire que le colonel Assimi Goïta dérange foncièrement du côté de Paris, ce qui empêche le Mali de prendre la présidence tournante du G5 Sahel. Eh bien, est-ce que, d'après vous, ce n'est pas plutôt une bonne nouvelle? Parce qu'il faut dire que depuis des mois, on s'interroge sur la nécessité et le bien fondé de cette organisation de lutte, entre guillemets, contre le terrorisme. Merci. Vous savez, pour répondre à cela, il y a quelques questionnements qu'il faut faire. D'abord, dire qui a l'initiative de ce G5 Sahel. En tout cas, c'est une initiative que la France s'est appropriée. Tout le monde a suivi le sommet de Pau, où la France a appelé les chefs, les valets, ces valets en Afrique, pour aller répondre, en tout cas pour aller rassurer, donner des gages. Donc d'emblée, vous savez que G5 Sahel, ce n'est pas que la France est un élément de plus de G5 Sahel, mais la France se revendique propriétaire du G5 Sahel. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Et ensuite, qui sont les membres de G5 Sahel? On connaît que ce sont les 5 États que la France a désignés du Sahel. C'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi le Sahel? C'est ça la définition. Le Sahel ne se limite pas à ces 5 pays. Pourquoi la France a soigneusement choisi ces 5 pays? Parce que ne confondons pas le Sahel du Sahara. Le Sahara et le Sahel, ce n'est pas la même chose. Donc, le Sahel, ça s'étend, ça va au-delà du Tchad. Ça va au-delà du Mali. Mais pourquoi avoir choisi ces 5 pays? Parce que la France est convaincue que ce sont ces 5 pays qui peuvent se soumettre entièrement à ces ordres. Parce qu'à l'époque, on avait à la tête du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, le fait président du Mali, le regretté. Maintenant, qui finance G5 Sahel une fois de plus? Vous savez, ce G5 Sahel, quand il a été créé, on a dit le budget qu'on devait mobiliser, c'était 423 millions d'euros. Et que les 5 États africains, membres de ce G5, avaient proposé chacun 10 millions d'euros, 10 millions d'euros. Ce qui faisait 50 millions d'euros. La France, par l'Europe dit qu'elle va donner 50 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros, le G5, le budget était déficitaire de plus de 300 millions d'euros. Donc là, il y a blocage. La France n'a pas d'argent. C'était pour arnaquer les États-Unis. Et c'est Donald Trump qui a mis fin à cela. C'est pourquoi Donald Trump gênait de ce côté. Et regardez le bilan de ce G5 Sahel. Je vous dirais que G5 Sahel n'a presque pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Le seul bilan du G5 Sahel, c'est des ateliers. Par exemple, je vais vous citer 2 exemples. Comme bilan, premier semestre 2021, pour une force conjointe qui est censée combattre la force terroriste. On dit au titre de la défense et sécurité, c'est la participation à un atelier sur les résultats d'une étude, c'était du 28 au 30 juin 2021 à Bamako. C'est ça un résultat du G5 Sahel. Deuxième résultat, du 26 au 27 mai 2021, participation à un autre atelier à Menaka. Autre activité, ce sont des sommets qui sont organisés. C'est là qu'on vous dit que G5 Sahel, ça ne tient pas debout. Et ensuite, quelles sont les faiblesses de ces G5 Sahel? D'abord, G5 Sahel n'a plus de zone d'intervention. C'est là que le colonel Assimi Goïta gère. Parce que G5 Sahel avait pour zone d'intervention privilégiée. C'était le centre du Mali et une partie du Burkina Faso. Là où le G5 n'a jamais intervenu.
malgré c'est une force de 5 000 hommes à peu près. Puisque le Mali aujourd'hui sécurise cette zone que la France avait réservée au G5 Sahel. C'était ça le partage. Puisque la France avait créé partout des forces de toute appellation. Soit c'est Barkhane, soit c'est Takuba, soit c'est G5 Sahel, soit c'est la MINUSMA. Toutes ces forces tiennent leur mandat de différentes résolutions demandées par la France. Et la MINUSMA est gérée, l'exécutif de MINUSMA est géré par la France. Donc ce sont les forces que la France a créées de gauche à droite pour essayer de pallier à certaines insuffisances. Donc c'était une façon d'occuper le Sahel à long terme. Donc terrain de prédilection de G5 Sahel, c'était le centre du Mali. Ils sont allés s'installer à Sévaré, à Bamako, on les a chassés de Badlabougou. Et c'était une partie du Burkina et une autre partie du Niger. Cette fameuse zone de 3 frontières. G5 Sahel n'a jamais intervenu. Et ensuite, pourquoi Goïta dérange? Goïta dérange l'initiative, parce que ça vient de la France. Or la France pense que Goïta aujourd'hui n'est pas son homme. Goïta sort du lot. Là, Goïta est en train de déranger. Pourquoi Goïta dérange? Parce que G5 Sahel a été créé sur une peur que la France avait fait susciter dans le Sahel. C'est-à-dire sans elle, sans ses forces, c'était fini. Bamako était menacé, et Ouaga était menacé. Et de l'autre côté, toutes les capitales étaient presque menacées. Ce qui était du faux. Quand Goïta est venu, Goïta a prouvé, avec la montée en puissance des forces armées maliennes, avec des partenaires très sûrs, que c'était de la poudre aux yeux. C'est faux. Donc là, la France n'est plus à l'aise. Goïta nous dérange. Comment confier G5 Sahel à Goïta, qui se rapproche de plus en plus de la Russie, de la Chine et d'autres partenaires qui sont opposés à la France, tels que la Turquie même, bien que la Turquie soit dans l'OTAN. Goïta dérange parce que le contingent que la France a créé, a multiplié, sont presque tous expulsés du Mali. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour terminer en perspective? G5 Sahel, l'état de santé du G5 Sahel au Mali, c'est l'état de santé des relations entre le Mali et la France. G5 Sahel aujourd'hui, c'est un enfant mort-né. Parce que G5 Sahel, qui devait s'articuler autour du Mali, se trouve aujourd'hui, n'a plus de raison d'être au Mali. Bien au contraire, le Mali peut aider les autres États du Sahel à sécuriser davantage leur territoire. La Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie se retrouve dans le G5 Sahel? Or, nous savons tous que ça fait plus de 10 ans que la Mauritanie n'a pas enregistré une seule attaque terroriste sur son territoire. C'est une façon pour la France de nous mettre en minorité dans quelque chose. Raison pour laquelle elle va garder son G5 Sahel au Tchad. Déby Junior va garder G5 Sahel. Et tant mieux pour le Mali, qui rapatrie tous les militaires de G5 Sahel. Nous nous disons merci. Ici, les jeunes Maliens se bousculent pour être recrutés au sein des forces armées maliennes. Et il y a du monde, tout le monde est fier aujourd'hui de retrouver cette armée. Donc G5 Sahel, nous on n'avait pas. Et G5 Sahel peut repartir d'où il vient et le Tchad peut le garder aussi longtemps que possible. Je vous remercie. Linda Larbaoui, eh bien, chère Linda, il faut dire que le Mali est toujours considéré comme étant membre du G5 Sahel. Est-ce qu'avec cette nouvelle position de Paris, Bamako doit immédiatement penser à son retrait ou bien déclarer ou annoncer son retrait de cette force antiterroriste? Vous savez, on tombe dans l'absurde hein, complètement au niveau diplomatie en France. Ça me fait penser à la cour de récréation quand on était petit, quand quelqu'un ne voulait pas prêter sa gomme ou son crayon, et ben on lui disait bah toi tu joues pas avec nous. Ça me fait penser à ça. Maintenant, si on prend les choses dans le fond, qu'est-ce qui dérange chez M. Assimi Goïta? Qu'il ait pris le pouvoir parce que le peuple l'a demandé au Mali
et il est en train d'essayer de mettre de l'ordre et puis de rétablir la sécurité. C'est une chose. Mais il y a aussi un autre angle quand on analyse bien la situation en Afrique. Pendant des années, eh ben, on a mis des chefs d'État au pouvoir et on leur a dit on va vous protéger contre vos populations, et si on doit vous protéger et vous garder le pouvoir, il faut faire ce qu'on vous dit. Eh ben, il y a un monsieur qui arrive et qui s'appelle Assimi Goïta, il arrive au pouvoir et il prend le pouvoir avec son armée par la force, mais ça c'est suite à la demande du peuple qui a subi pendant près de 8 ans, et il est soutenu par le peuple. Donc il y a tout ce qui est forces extérieures qui ont l'habitude de faire la politique en Afrique et mettre les gens qui veulent et enlever les gens qui veulent, qui essayent de l'enlever de là. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Pour la simple raison que ce monsieur, Assimi Goïta, est soutenu par son peuple. Et c'est pour ça que quand je m'adresse au peuple malien, je dis attention, tant qu'il y a l'armée, le peuple et l'État, ils sont en harmonie, ils sont synchronisés entre eux, on ne peut pas vous déstabiliser. Donc pour revenir au sujet, M. Assimi Goïta, il a prouvé à tous ces chefs d'État que la France ou les Anglais aussi, il ne faut pas oublier les Anglais, hein, le Commonwealth est très très présent. Donc toutes ces forces extérieures qui ont l'habitude de dire vous gardez le pouvoir grâce à nous, lui il a pu prouver à ses chefs d'État qu'il a le pouvoir grâce à son peuple, et c'est un pouvoir qu'on ne peut pas déstabiliser. C'est ça que M. Assimi Goïta a pu prouver. Donc aujourd'hui, c'est le mouton noir, c'est l'indésirable, on ne veut pas de lui, mais on ne veut surtout pas de sa politique, parce qu'il est très très bien entouré, et les gens qui l'entourent pratiquent une véritable diplomatie. Contrairement justement à l'Occident qui est en recul total, qui savent pas, ils ont pris l'habitude depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 à faire ce qu'ils veulent avec la force. Donc ils ont perdu ce que c'est que la diplomatie et puis ce que c'est qu'un corps diplomatique et les négociations. Ils savent plus faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est la force. Et quand ça marche pas avec la force, c'est le chantage. Et quand ça marche pas, c'est l'exclusion. Et ça, c'est une forme de sanction. Voilà. Mais c'est pas plus mal. De toute façon, le Mali, et je dirais qu'il est sorti. Il est déjà sorti du franc CFA. Dans ma tête, c'est fait. Il est sorti aussi de la CEDEAO, il est sorti de tout ça. Il a tracé un chemin avec des pays qui le soutiennent et avec des pays qui pratiquent sa politique. C'est ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est inintéressant. Qu'apporte, il y a le monsieur qui vient de l'expliquer, et on en a déjà parlé, et je suis la première à dire tout ce qui a été fait par l'Occident ne peut pas nous servir. Il ne peut servir que l'Occident. D'autant plus que cet Occident, c'est un colonialiste, c'est le colon qui nous a réduits à néant. Il a failli nous effacer de la carte. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce colon ne peut pas se transformer du jour au lendemain et devenir gentil et devenir notre ami. Ce n'est pas notre ami. Et celui qui a fait le G5 n'est pas notre ami. Et ce n'est pas l'ami des Maliens. Donc ça, il faut le comprendre. Tant mieux que le Mali soit exclu. C'est exactement ce qui se passe avec la Russie de l'autre côté. Les sanctions donnent du pouvoir. Et je l'avais dit ça, l'Iran, qu'est-ce qui a donné le pouvoir à l'Iran? Ce sont les sanctions. Ils ont cherché des alternatives, et ces alternatives, c'est beaucoup plus fructueux pour eux que de rester dans le carcan de la mondialisation. De toute façon, nous sommes à la fin de la mondialisation, nous sommes à la fin de l'hégémonie américaine qui, elle, nous met un gendarme au-dessus de notre tête et qui s'appelle la France. C'est terminé.
il y a une carte qui s'est dessinée, maintenant il y a une monnaie qui est en train de se mettre en place et qui est une véritable monnaie qui est basée sur l'or, qui est le rouble. Aujourd'hui, le Mali a des intérêts avec la Russie, comme la Russie a des intérêts avec le Mali, et puis il y a d'autres aussi pays qui sont prêts à travailler avec le Mali. Mais moi, mon avis personnel, je m'en fiche du Sahel. Il ne peut pas m'apporter quelque chose de bon. Il n'a pas été fait pour moi, l'Africaine. Il a été fait pour les Occidentaux. Et j'aimerais dire une chose. Je n'arrive pas à dire à ma... Vous voyez la mentalité de ceux qui m'ont élevé de Moudjahed, comme le disait Monsieur Mbelek. Je n'arrive pas à dire Madame Le Pen. Tant qu'elle ne me considère pas comme une dame, pour moi, ça va être Le Pen. Il y a des gens à qui je ne peux pas dire Monsieur ou Madame. Il faut que ça soit la réciprocité, mais dans tout. C'est ça mon panafricanisme. Je chute avec ça. Arbaoui, eh bien, on va donc revenir sur le plateau pour retrouver nos invités. Samuel Djenedor Youmbi. Il faut quand même dire que dans cette situation, on va quand même décrier l'attitude et la posture adoptée par le Niger, parce que d'après certaines sources, on peut dire que il faut dire que cette réunion extraordinaire, ce sommet en tout cas, qui devrait faire marquer la transition entre le Tchad et le Mali dans le passage des témoins de la présidence tournante, est en partie bloqué également parce que le président du Niger refuse de se rendre à Bamako où devrait avoir lieu logiquement le sommet pour la passation des témoins. Mohamed Bazoum refuse de se rendre du côté du Niger, et il y a quelques heures, les députés nigériens, il faut le dire, les 131 députés de la majorité ont voté pour accepter le redéploiement de Barkhane et de Takuba du côté du Niger. Oui, monsieur Junior Wafo, et nous pensons que c'est tous les panafricanistes, toutes ces jeunesses, surtout du Sahel, qui sont là dans le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, y compris la Mauritanie, dont ce G5 Sahel, doivent déjà essayer d'avoir un œil de regard maintenant sur qui veut déstabiliser les communautés, les populations, les peuples du Sahel. Il faut déjà avoir un œil de regard, parce qu'aujourd'hui le politique n'a plus autorité sur la souveraineté des peuples. C'est les peuples aujourd'hui qui sont souverains, qui ont le droit de veto maintenant pour décider carrément comment ils veulent vivre, comment ils veulent construire leur avenir, comment ils veulent construire leur émergence. Parce que nous avons une réalité qui est claire, c'est que l'arrivée dans le Sahel, en Afrique déjà, dans le passé de cette force française, ce sont eux qui ont toujours créé cette déstabilisation. Aujourd'hui, quand nous nous retrouvons que dans le G5 Sahel, aujourd'hui, il y a le Niger qui refuse de venir à Bamako, il y a déjà anguille sur roche. Parce que ce qui se passe, par exemple, dans cette crise, cette guerre qui se passe entre cette guerre de démilitarisation qui se passe entre l'opération spéciale de police entre la Russie et l'Ukraine, ça passe sur la base de quoi? Sur le non-respect des traités et des accords. C'est ça qui est la base de tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre que ce qui est en train de vouloir se passer aujourd'hui dans le Sahel, c'est le non-respect des accords et des traités. Parce qu'il y a une plaque tournante. Ça veut dire qu'il y a un accord, il y a un traité qui a été fait entre ces 5 pays. Donc, nous savons qu'à la base de la création du G5 Sahel, c'était l'idée du feu maréchal Idriss Déby qui avait demandé à ses pairs que nous sommes aujourd'hui coincés avec ce djihadisme, avec ces terroristes qui arrivent. Nous devions nous mettre ensemble, et moi je suis prêt à mettre 1200 soldats directement pour qu'on puisse contrecarrer ce terrorisme qui est en train de venir s'installer dans le Sahel. C'est là où la France de Macron s'est levée directement pour dire, comme il y a un problème de financement, moi je peux mettre le financement et je prends le commandement. Là c'était encore une entourloupe. Et les présidents du G5 Sahel se sont dit, s'il va financer, il prend devant, il donne le matériel. Nous sommes sur le terrain. Finalement, on sait à quoi ça a tourné. Finalement, ils n'ont pas eu accès encore sur le terrain. Donc, ça a tourné au vinaigre. Donc, aujourd'hui, quand on se retrouve
que la plaque tournante qui devait normalement entrer dans les mains logiquement au mois de février dans la main du président Assimi Goïta, et qu'aujourd'hui, depuis février, le président du Tchad n'est pas en train de respecter les accords sur les traités entre eux chefs d'État pour donner la passation de pouvoir à M. Assimi Goïta. Ça devient Yangui sur roche. Maintenant, nous essayons de nous interpeller à quel jeu joue M. le général Mohamed et Idriss Déby. Idriss, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, c'était sur ce plateau il y a quelques jours, où nous sommes en train de vouloir interpeller les populations, les peuples du Tchad, de pouvoir, et les partis d'opposition, de pouvoir apporter leur contribution pour que le grand dialogue qui est en train de se faire au Tchad soit vraiment un dialogue dans l'apaisement pour pouvoir créer cette paix et cette stabilité pour lutter contre l'insécurité et vers le développement du Tchad. Mais aujourd'hui, et là, nous avions vu que c'est toujours le même général Mohamed qui, dans un entourloupe, est en train de peut-être de vouloir freiner tout cela. Et nous avons compris tout simplement que même si c'est freiné parce qu'il a besoin de ramener tout le monde autour, il ne veut pas faire la chose à la moindre, nous lui donnons encore un cursus, encore une carte de dire, nous devons le soutenir. Mais aujourd'hui, l'enjeu devient sécuritaire. L'enjeu n'est plus seulement au niveau national, au Tchad. L'enjeu devient sécurité, et la sécurité, tant qu'il n'y a pas sécurité, il n'y a pas de développement. Donc aujourd'hui, qui devait transmettre normalement depuis vendredi, depuis le mois de février, qui ne l'a pas fait, on se pose la question maintenant de savoir maintenant, monsieur général Mohamed, n'est-il pas celui-là qui va venir détériorer les efforts de ces pays du Sahel? Parce que nous savons que la Mauritanie, elle se protège elle-même. Aujourd'hui, nous pourrons le dire, et que le Mali se protège elle-même. Alors, le Burkina Faso qui est là, nous pouvons compter que le Burkina Faso est dans la lignée pour pouvoir se protéger elle-même. Donc il reste donc deux remparts qui sont là, prêts à détruire toute la stabilité qui est en train de se construire, dont le Tchad avec le Niger. C'est ce qui est en train de se présenter. Parce que encore, nous savons que le Niger aujourd'hui est entre les mains françaises. Voilà le résultat. Qu'il y a les députés du parti au pouvoir, 130 contre 31, ont voté pour que Balkan, la force Balkan la force Balkan puisse se réinstaller au niveau du Niger. Ça devient très dangereux pour l'insécurité qui va se préparer là-bas pour redéstabiliser encore le Mali. Et là, et quand nous voyons que le président, le général Mohamed n'est pas en train de respecter ses accords sur les traités du G5 Sahel pour de la passation de service, la passation de pouvoir au président Assimi Goïta, là, nous avons l'œil de demander maintenant au peuple tchadien, chère jeunesse tchadien, nous sommes ici sur le plateau Afrique Média, qui est notre plateau, qui est là, cette vitrine qui permet qu'on puisse entendre, qu'on permet qu'on puisse écouter, que tous les efforts que nous sommes en train de faire et que nous faisons tout ensemble aujourd'hui, c'est jeunesse tchadienne, regardez donc vous-même cette vérité qui surgit en face de nous, que nous sommes là face à notre jeune président de la transition au Tchad, qui doit faire une passation de service. Il ne veut pas le faire tout simplement parce que la France pense aujourd'hui à son intérêt pour déstabiliser nos efforts, et déstabiliser les efforts que nous avons déjà près de 60 ans souffert, et qu'il y a une décennie que nous sommes en train de travailler ensemble. Ça veut dire aujourd'hui la France est en train de vouloir manipuler encore le général Mohamed, et manipuler comme il a si bien fait avec le président Mazoum du Niger. Nous ne devons pas l'accepter. Même si 131 députés ont accepté le redéploiement de la force Balkan au Niger, levez-vous et mettez-vous debout pour dire non, parce qu'ils vont prendre que les voies terrestres. Mettez-vous en chemin et dites non, car la souveraineté de la jeunesse aujourd'hui est au-dessus du politique. Parce que c'est les politiques qui ont décidé, et nous ne pouvons plus vivre encore dans ce Moyen-Âge où le politique avait le droit de décider de vie et de mort sur nous, où aujourd'hui, c'est de notre maturité et de notre sens de responsabilité que nous devons sauver pour les générations futures. Aujourd'hui, la réalité se prouve qu'au Mali,
tout le matériel militaire, tout le matériel pour défendre la sécurité du Mali, défendre la sécurité du Grand Sahel est là aujourd'hui prêt grâce à la Russie que nous voyons tout ce qu'elle a déployé au niveau du Mali. Donc aujourd'hui, seul le Mali seulement aujourd'hui, avec certaines forces sur place, peuvent rentrer dans le Sahel pour pouvoir reculer et éradiquer ces terroristes et que le pouvoir qui doit être dans la main du commandement du G5 Sahel n'est pas là. Mais nous demandons tout simplement au colonel Assimi Goïta de ne pas sortir du G5 Sahel. Il faut qu'il reste dans le G5 Sahel pour voir de ses deux yeux comment ça se passe, parce que ce qui se passe dans le G5 Sahel encore, c'est un tournant très catastrophique parce que Takuba, Balkan vont se redéployer au Niger. Pour sortir rapidement. Merci. Vont se redéployer au Niger. Donc, quand ils vont se redéployer, c'est quoi? C'est réorganiser les terroristes pour pouvoir rentrer encore dans les frontières du Niger et dans les frontières du Burkina Faso. Si le colonel Assimi Goïta se retire, il n'aura pas un œil de regard pour contrôler ce qui se passe. Donc, même si on ne lui donne pas cette passation, nous, la jeunesse panafricaine, nous, la jeunesse du Tchad, comme je vous interpelle, vous, jeunesse, vous deviez vous lever, et la jeunesse du Niger, pour dire aux politiques, vous avez décidé, et nous disons non, car vous seuls, vous pouvez sortir dans la rue, comme nous l'avons si bien fait, appeler l'armée au secours, parce que nous sommes sûrs et certains que l'armée n'est pas mêlée à l'intérieur, parce que dans l'armée, il y a beaucoup aujourd'hui qui se posent la question, comment le Mali bagarre? Ce sont des militaires comme nous, ce sont des camarades de combat qui bagarrent, on nous ramène encore ces forces ici. Quelle sera la sécurité que nous pourrions avoir si l'autre pays voisin est déstabilisé? Donc, alors, nous sommes en train de voir tout simplement que le général Mahamat doit respecter les accords et les traités. Et en respectant les accords et les traités, il ne doit pas avoir, il donnera une chance pour que le Mali, avec tout son matériel moderne, sophistiqué qu'il a reçu, qu'il puisse avoir un œil de regard pour pouvoir contrôler les terroristes en trouvant avec le même Tchad pour ne pas déstabiliser le Tchad de M. Idriss Déby. Parce que M. Idriss Déby, c'est l'homme qui a apporté de toute sa tignasse, de toute sa détermination en voulant éradiquer tout seul les terroristes. dont M. Mohamed doit respecter et dire à la France, le G5 Sahel n'est pas une colonie, une nouvelle recolonisation en Afrique. Je respecte les accords pour pouvoir passer le commandement à M. Assimi Goïta en respectant les accords et les traités. Et c'est comme ça que nous pouvons, que nous savons qu'aujourd'hui, si Afrique Média existe, c'est tout simplement parce que nos patriarches ont dit la responsabilité, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté permettez-moi, la liberté d'expression et la liberté de la presse, la liberté audiovisuelle, c'est le socle de la démocratie dont Afrique Média ne peut pas bouger. Donc, il faudrait donc que M. Mohamed répète les mêmes mots à la France de Macron, que les accords et les traités, nous devons les respecter si nous voulons vivre dans un pays en paix, dans un Sahel sécurisé et dans un Sahel où chaque citoyen aura le droit de vivre et protéger les biens, afin que nous éradiquons ensemble dans la logique face à l'opinion internationale et l'opinion saharienne et l'opinion nationale de chaque pays, qui sache que chaque État est en train d'apporter sa contribution pour l'éradication du terrorisme qui a été amené sur place par procuration par les Européens. Et je sortirai en disant, jeunesse nigérienne, ce que le Burkina Faso a fait pour intercepter les camions qui devaient rentrer au Burkina Faso, à vous le tour. Nous sommes avec vous. En attendant le 23, la manifestation qui se passera au Mali, ça sera encore là, où on parlera encore de votre mobilisation pour empêcher tous ces camions qui entreront au Niger. Merci à vous, Samuel Denedoryumbi. Bien, avant de retrouver Jonathan Batengene, le professeur Jean-Paul Mbelek, on va faire un tour du côté du Standard et retrouver nos téléspectateurs qui souhaitent participer à cette édition du Mérite panafricain. Nous sommes au Standard avec Monsieur Roger qui nous appelle de la ville de Yaoundé. Bonsoir Monsieur Roger, vous votez et vous contribuez. Bonsoir à vous. Je vote pour le président Paul Biya. Le président d'Alchimie, le général d'Alchimie.
réconcilier. Et pour M. Obiangema, les 3 points simples, je dirais, des élections présidentielles. Ensuite, le rôle véritable de M. Mahamat Diouf, du moins de mon point de vue, est en fait un certain propos, une vision générale de l'Afrique. Je dirais dans un premier temps que Marine Le Pen ou M. Macron devienne président, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Les présidents se succèdent en France et la politique agressive adressée à l'endroit des Africains n'a jamais changé. Alors vraiment, dans le bonnet blanc, comme disait quelqu'un. De ce point de vue. Maintenant, deuxième point, j'aimerais revenir sur l'histoire de M. Mahamat Idriss Déby. Il faut dire qu'il est dans la continuité de son père. Je le pense vraiment, parce que vous vous souvenez qu'au lendemain du décès de celui-ci, le regretté le maréchal Idriss Déby, il s'est empressé d'aller signer des accords qui n'ont pas encore paru au grand jour officiellement, du moins je n'en ai pas vent, et il s'est fait rappeler immédiatement comme un petit gamin à l'Élysée. Oui, c'est ce qui paraissait. Mais par la suite, rien n'a été donné dans le sens de ce que ces accords avaient été dédiés ou rejetés. Rien du tout. Alors, ce qui m'amène au troisième point, et ça, c'est une vision que m'avait offert de très jolis arguments de M. Jonathan. Je prends l'expression irradiation périphérique. Parce que, voyez-vous, la France aujourd'hui procède d'un encerclement. Elle essaie à tous les points de vue d'encercler le Mali. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie d'abord d'amager M. Mahamat Idriss Déby, lui promettant la première place président du Sahel, du G5 Sahel, un pays extérieur à l'Afrique qui a décidé de qui doit être le président. On se demande encore pourquoi. Et ça, c'est bien. Ensuite, deuxièmement, le Niger, le Tchad ne semble pas être la position appropriée pour la déstabilisation du Mali. Il faut dire que le Tchad se situe à un pays après le Niger. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie le vote en majorité en faveur de la réinstallation. Essaie de désinstaller, réinstaller, désinstaller finalement Barkhane. On ne sait pas si elle prendra le jour. Mais c'est ce qui explique la prochaine d'éventuelle réinstallation de Barkhane au Niger. Alors moi je dis, Macron essaie simplement d'encercler une fois de plus M. Assimi Goïta, de peur qu'il ne serve de bon exemple. Mais moi je dis l'exemple est déjà, l'irradiation périphérique a déjà eu lieu. Vous n'avez qu'à observer le Cameroun qui s'est empressé de concrétiser ses relations avec la Russie. Voilà ce que je voulais partager. Afrique Média, le monde. Je vous remercie. Merci à vous, cher Roger. Et puis, on va rester du côté du standard. On va, cette fois-ci, retrouver notre ami Jean qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir Jean, vous votez et vous contribuez. Je vote pour Bia, Touadéra, puis en guise de respect, président Assimi Goïta. Oui, merci beaucoup. D'abord, je remercie tous vos invités qui ont accepté de venir perdre ou bien dépenser leur temps et leur énergie, leur intellect pour éduquer la masse africaine. Vous ne faites pas un travail perdu. Je courage à vous. Continuez, que chacun donne de ce qu'il a pour le peuple africain. Oui, cette lutte, elle est vraiment, elle est de détail. Nous devons nous encourager mutuellement. Et vous voyez, pour le premier sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué la manière dont le débat a eu lieu en France. Le peuple français me fait l'honneur. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Nous vous recevons, nous vous recevons. Ok, donc vous avez vu comment le débat a eu lieu, la manière dont le débat s'est installé. C'est déjà hypocrite. Ils font semblant comme s'ils font mieux, alors qu'il y a une gangrène au sein de la population française.
toutes les malédictions sont sur eux, mais ils ne voient pas, ils font semblant d'être, vous voyez comment est-ce que Macron pose la question, laissez-les. N'apprenons rien à enseigner, à apprendre là-bas. Laissez le peuple français, ils sont sous le coup de leur malédiction. Et ça va venir, parce qu'ils ont trop fait du mal à l'Afrique. Ils n'en parlent pas, hein. Non, parce que l'Afrique n'est pas sur là. Donc, oublions ce débat-là. Ils n'ont qu'à finir, puis on va rentrer toujours dans la guerre. Maintenant, venant au second sujet, vous voyez, les présidents Mohamed et puis nigériens sont sous pression américaine. Parce que les Américains sont au Niger, et puis la France ne peut pas partir. Donc, automatiquement, la France doit rejoindre les Américains là. Parce que c'est les deux groupes qui pillent et tuent les humains sur la terre. Ça, il faut le dire. Les satanistes. C'est pourquoi ils ont tout fait pour venir au pouvoir. Nous devons le dire clairement. N'ayez pas peur. Alors, c'est au peuple tchadien et nigérien d'être éveillé, de ne pas se soumettre au diktat de ces pays, soi-disant Amérique ou bien France. Les députés ont voté oui, parce que tout ce qui se passe là-bas, on veut que officiellement le Niger, où est-ce que ce crapaud, Ibn Le Drian avait dit, nous allons répondre aux pays qui vont demander notre aide. Donc ils savent que officiellement les autorités vont leur donner le cultus d'être là. Mais la population, nous vous rejetons, vous, ces Américains-là, et ces Français, ces impérialistes, ces tueurs-là. Le peuple vous rejette parce que vous n'avez rien fait au peuple africain que de les tuer. Si vous restez là-bas, même si officiellement ces députés vous ont donné le cultus de rester, c'est une violation et vous allez payer le prix. Aux populations de ne pas être intimidées par ce soi-disant, parce que ce qu'ils font c'est injuste, ils exploitent, ils pillent. Nous encourageons la population à se manifester, à ne pas accorder un seul repos pour eux. Et ces députés et ces dirigeants qui sont sous pression américaine, vous devez, c'est le temps de choisir. Voulez-vous être Zelensky, qui devient le président du monde entier et qui intervient devant les assemblées de députés partout dans le monde entier, et après vos populations, on va les tuer comme cobayes? Soyez des humains. On ne peut pas accepter ça là encore après les génocides rwandais et ça qu'on sort. N'acceptez pas. Soit vous démissionnez, ou bien vous encouragez le peuple à vous soutenir. Et non à être comme des cobayes et après utiliser le peuple comme des chairs à canon. C'est les Africains qui vont mourir dans ce débat-là. Parce que la Russie, qui supporte le Mali, ne va pas laisser le Mali. Et vous voyez déjà les choses qui s'emmagasinent là-bas. C'est pour sécuriser toute la frontière du Mali. Et par conséquent, ceux qui seront engagés comme soldats utilisés par les Américains et les Français au Niger et au Tchad seront complètement et éliminés. Et il y a des renseignements. Avec la Russie, on ne s'abuse pas. C'est du sérieux. Ce sera avec les Américains qui a l'hypocrisie. Ils connaissent la chose, mais ils ne vous donnent pas. Ils vous tuent. C'est des menteurs ceux-là. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. Voilà. Chers gens, à votre suite, on va prendre la direction de la Belgique pour retrouver Monsieur Vincent qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Vincent. Vous votez et vous contribuez. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir Jonathan. Bonsoir ma sœur Linda Narbaoui. Professeur Bellet. Le monsieur à côté, je n'ai pas retenu son nom. Je salue tout le monde, j'ignore toi aussi. Moi, je vis en France. Je ne regarde plus les médias. Je ne suis pas obligé. Ma télé m'appartient. Je regarde qui je veux. Donc, c'est très simple. Les informations, depuis que j'ai découvert l'Afrique Média, des fois,
on nous bloque sur Facebook, mais c'est pas grave, j'attends quand même. Je pars dans d'autres chaînes, je cherche des informations, sur des chaînes riches même, je regarde. Parce que la France, avant, il se cachait pour donner des fausses informations. Maintenant, il ne se cache plus maintenant. C'est terre à terre. Le mensonge, elle est là. Le mensonge, elle est claire et nette pour tout le monde. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Que ce soit l'un ou l'autre. Moi, je ne prononce même pas leur nom. Parce qu'ils ne méritent même pas que je prononce leur nom. C'est la même chose. Il faut vraiment être stupide pour croire une seule seconde. Quelqu'un qui vous a esclavagisé, qui vous a colonisé pendant des siècles, que lui peut être gentil avec vous. Il n'y a que les Noirs qui pensent qu'un jour, un Blanc peut être gentil avec toi. C'est quand même incroyable. Hein? C'est le seul peuple au monde que tout le monde peut venir faire n'importe quoi avec. Le Blanc ne pourra jamais aimer le Blanc, aimer le Noir. Parce que le Blanc vit sous le dos du Noir. Il ne peut pas changer. Il ne changera jamais. Le problème du Noir, il respecte tellement les autres qu'il pense que l'autre est plus fort que lui. Le Blanc n'est pas plus fort que le Noir. C'est le Noir qui a trop respecté le Blanc. Quand il tient tête au Blanc, il ne peut rien faire. Mais regarde le Mali. Regarde le Mali. Le Mali a tenu tête à la France. Tout le monde a vu que la France, qu'il n'y a rien. Et donc, ils sont sur le défensif. L'Africain doit se lever. L'Africain n'est pas faible. Le Blanc n'est pas plus fort que le Noir. Franchement. Je vis dans ce pays, je sais comment ça fonctionne. Quand je suis avec les Blancs, ils ne peuvent même pas te regarder. Qu'est-ce qu'on a, nous, les Noirs? Quand ils voient un Noir qui défend le Blanc, il dit qu'il a ses intérêts avec lui. Mais tout le monde sait, il faut être stupide pour comprendre que le Blanc ne pourra jamais aimer le Noir. Jonathan, j'aime bien quand tu t'exprimes, parce que c'est clair, c'est limpide. C'est-à-dire, regarde, tu es jeune, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à foutre de la France, tu viens sur un plateau média, sur Afrique Média, tu t'exprimes librement. J'ai un grand respect pour toi. J'ai vraiment un grand respect pour toi. Je ne croyais pas qu'en Afrique, qu'on peut voir des Africains qui peuvent venir devant la télé, parler librement comme ça. J'ai un grand respect pour vous. Professeur Bellet, j'ai rien à dire sur vous. J'ai rien à dire sur vous. Ma sœur Linda Larbaoui, j'ai rien à dire sur vous. Voir des Africains, des Noirs s'exprimer comme ça, librement. Tu n'en as rien à foutre de la France. Franchement, je vous respecte. Je vous respecte beaucoup. Et mon président Banakani, j'ai rien à dire. Même s'il n'est pas là aujourd'hui, je le respecte beaucoup. Mon frère du Mali, je n'ai pas retenu ton nom, mais je te respecte beaucoup. Je te respecte beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Vincent. Notre frère du Mali, c'est bien sûr Issa Diawara. On va rester au standard pour prendre cette fois-ci la direction du Burundi et retrouver notre ami Delphin Mouipundu qui nous appelle soit de Bujumbura, soit de Gitega en fonction de sa position. Bonsoir Delphin et bienvenue. Vous votez et vous contribuez. Bonsoir mon cher frère Wafo. Une fois de plus, merci de m'accueillir à la maison. Je vais des chef dédier mon vote au président Obiangema, Monsieur Bia, le président Touadéra, le président, bien sûr, de mon petit Burundi, Ndayishimiye, le président malgache, je l'encourage avec la coopération, à l'instar de son homologue camerounais, qu'il vient de rendre officiel avec la Russie, ainsi que Monsieur Abiy Ahmed et leur jeune frère, le président Goïta. Je salue l'ensemble des panélistes sans les citer, ils me connaissent, je les connais, et je vais aller directement droit au but. J'aimerais ce soir reprendre à mon compte un propos qu'a tenu ma grande sœur Linda Larbaoui dans l'épisode de Ligne Rouge de ce matin. Aux côtés de notre cher Luc Michel, elle a insisté sur le fait que, d'ailleurs il y avait aussi mon frère Batengene qui est encore là ce soir, ils ont tous trois insisté sur le fait que la diaspora, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme, mais la diaspora africaine doit s'intéresser à la chose politique, pour ne pas dire géopolitique ou géostratégique. C'est la raison pour laquelle ce soir je penche du côté
de mon grand frère Paul Mbelek quand il dit que il revient aux Africains, du moins ceux qui ont la nationalité française, de s'intéresser à la vie politique française. De façon générale, comprenez-moi bien, les Africains doivent s'intéresser à la géopolitique et à la géostratégie. Je pense sans me jeter des fleurs imméritées que j'en suis un exemple. Mais au-delà, ceux de celles qui ont choisi d'adopter la nationalité française ou toute autre citoyenneté européenne doivent nécessairement s'intéresser aux affaires politiques situées au nord de la mer Méditerranée, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, comme l'ont dit les invités, ces gens avec leur blabla, soi-disant démocratique, ne cessent de s'immiscer dans nos affaires africaines jusqu'à, comme l'a indiqué M. Mbelek, assassiner certaines de nos figures politiques ou sociales, ce qui a beaucoup de conséquences, souvent néfastes, sur l'avenir global du continent. La seconde raison, c'est que le fait d'avoir des passeports ou des citoyennetés européennes ne donne pas que des devoirs, il y a aussi des droits. Et parmi ces droits, il y a le fait de s'intéresser à la façon dont les lois sont votées dans ces endroits-là, surtout quand ces mêmes lois ont des incidences sur le continent africain. Ça nous permettra à court comme à long terme d'être à la hauteur des enjeux de ces 21e siècle. Je sortirai pour ne pas monopoliser la parole en disant comme l'on Eh bien, retour sur le plateau, on a malheureusement perdu la connexion avec le Burundi. On n'a pas pu suivre la fin de ce que voulait dire Delphin, mais on a quand même suivi et compris la quasi-totalité, la quintessence du message qu'il souhaitait délivrer. Bien, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le mérite panafricain des chefs d'État. En première partie d'émission, on parlait de la présidentielle en France, de débat d'entre-deux tours. Peut-on avoir une surprise lors du vote final dimanche? C'était là notre première thématique. La deuxième thématique, c'est bien sûr la présidence tournante du G5 Sahel avec le général Mahamat Idriss Déby Itno qui est sommé de ne pas passer le témoin au colonel Assimi Goïta qui devait depuis février dernier prendre la tête de la présidence tournante du G5 Sahel. Nous sommes au standard avec notre ami Roland Kenny qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue cher Roland. Vous votez et vous contribuez. Est-ce que Roland Kenny est là? Vous votez et vous contribuez, cher Roland. Bonsoir. Je ne sais pas, confirmez-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. On vous reçoit, Roland. On vous reçoit. Ok, bonsoir à toute l'équipe Afrique Média, bonsoir à tous les intervenants et merci pour votre disponibilité et vos analyses. Donc, pour voter, je veux voter le président Assimi Goïta du Mali. Je vais voter M. Faustin Archange, fédéral Centrafrique, et je vais voter le président Biangema de la Guinée équatoriale. Bon, vous voyez, par rapport aux élections en France, bon, ça ne me surprend pas. Je vous avoue que, honnêtement, pour moi, tout ce qui se passe là, c'est un montage. Je n'ose même pas croire que Le Pen, en fait, qu'elle soit sortie deuxième de ce scrutin. Parce que, pour moi, tout est monté pour déjà déstabiliser Mélenchon depuis le premier tour. Plus qu'on sait que s'il arrive au deuxième tour avec Macron ou n'importe qui, face à n'importe qui, ça peut dégénérer dans un sens ou un autre. Et donc, moi je crois qu'il a été boycotté depuis le premier tour, parce que l'objectif c'est de faire croire qu'en fait, Mélenchon ne représente pas grand-chose. Comme les autres l'ont dit, que ce soit Le Pen ou Macron, c'est le bonnet blanc bonnet. Il faut s'attendre à rien, quelle que soit l'issue du scrutin. Mais en tout cas, mes petites analyses me permettent de penser que ça c'est juste, tout ce qu'on voit c'est juste pour faire du diplomatiquement correct ou du médiatiquement correct, mais en fait, ils n'ont déjà mis Macron dans leur petit papier, puisque Macron est le candidat de tous ces patrons des médias, et donc je ne vois pas comment Le Pen, une extrémiste de cette envergure puisse passer. Bon, ça c'était pour la présidentielle en France. Mais pour la question du Sahel, vous voyez, je crois que
Vous savez, il y a un moment dans l'histoire des relations internationales où il faut sortir du diplomatiquement correct, il faut passer à ce qu'on appelle les opérations coup de poing. Les choses sont claires. Il faut que M. Assimi Goïta sorte du G5 Sahel, qu'il sorte de la CEDEAO et qu'il sorte du franc CFA. Le Mali a autre chose à faire. Le Mali a la capacité de créer sa monnaie, une monnaie plus forte que plusieurs monnaies européennes. Le Mali est assis sur des tonnes et des tonnes d'euros capables de garantir n'importe quoi. Avec son sous-sol, le Mali peut acheter tout ce qu'il veut. Vous voyez un peu. Et ici, il suffit juste de mettre en place des moyens de production, de transformation. C'est fini. Et aujourd'hui, il y a d'autres investisseurs qui cognent à la porte de Bamako pour dire à Assimi Goïta, si tu mets la France dehors, nous sommes déjà là. Et c'est dans l'agenda du régime de transition. Ils le savent. Voilà pourquoi vous voyez comment ils prennent position avec aisance, assurance et une certaine maestria. Lorsqu'on parle de force de caractère panafricaniste, aujourd'hui, il faut clairement le dire. C'est désormais Bamako le cas d'école, le régime de transition. Jusqu'à un passé récent, on pensait que c'était la Centrafrique. Mais ce que le Mali est en train de faire, franchement, c'est absolument salutaire. Et nous, leur demandons d'aller jusqu'au bout. On espère que l'affaire des choses de Barkhane et tout, qui mettent fin à tout ce débat-là, parce qu'en 2022, on ne doit plus en parler. Il faut rapidement mettre Barkhane dehors, Takuba dehors, passer à autre chose. On ne doit même plus en parler. Je crois qu'après la manifestation du 23, il faut une manifestation décisive au niveau de Gao, au niveau de Kidal, une manifestation où tous les Maliens doivent se déplacer pour aller à Kidal, à Gao, parce que c'est la base qui se trouve là-bas, qui est assez déterminante. Une fois vous aurez chassé les Français, de Gao, Kidal, tout ça, c'est fini la France au Sahel, c'est fini. Parce que c'est là-bas où se trouve, c'est là-bas où il y a le sanctuaire des terroristes. Et il faut que les chars des Russes atterrissent là-bas avec les femmes pour détruire tout une bonne fois. Et là, vous allez voir, la communauté internationale va revenir sur la table des négociations pour parler notre langage, vous voyez un peu. Parce que lorsque vous avez fait force de caractère, ils reviennent maintenant en tant que vrais coopérants. Pour le moment, ils veulent se comporter en dictateur, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je vais m'arrêter là et merci pour cette disponibilité. Au revoir. Merci, bonne soirée à vous également, Roland Kenny. On va à présent prendre la direction de l'Écosse pour retrouver Peter Brown qui nous a également rejoint pour participer au débat de ce soir. Bonsoir Peter et bienvenue. Vous votez, vous contribuez. Bonsoir Monsieur Wafo. Merci beaucoup Call Center. Je vais saluer tous vos invités et je vais voter déjà. Je vote pour le président Paul Biya, le président de Madagascar, le président Touadéra. Je vote aussi symboliquement le président du Mali. Je veux donner un peu mon participation pour l'émission sans rentrer dans les polémiques par rapport à ce que le téléspectateur a dit. Ça, je peux comprendre sa colère, mais aussi il faut comprendre aussi la pensée de ceux qui l'émettent, surtout ce que a dit le professeur. Donc, on va pas faire le palabre là-dessus. Le vrai palabre là, c'est avec la France qui va utiliser son pouvoir de colon pour essayer de distraire l'unification des Africains dans leur combat pour le panafricanisme. Quand on regarde, et par rapport au titre que vous avez donné ce soir, on comprend tout de suite que pendant que Paris est en train de combattre de façon très mesquine la Russie, et en même temps, elle pousse l'Allemagne dans le gouffre, elle croit qu'elle va se protéger dans son approvisionnement en ressources minières et énergétiques dans son pré carré. Voilà en fait le vrai enjeu. C'est-à-dire, avec toutes les découvertes, les discoveries qu'on a faites au Mali, qu'on a trouvé également au Niger, la zone occupée par les djihadistes, qu'on a découvert également au Burkina Faso et aussi au Tchad. Alors, elle veut empêcher ce qu'on appelle communément le route de la soie qui part depuis le Cameroun, qui traverse les zones Sahel et qui va jusqu'en Algérie. Donc, on se retrouve dans le même schéma de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Alliés combattaient Romial, le général Romial de l'armée du Reich à l'époque. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on combat aujourd'hui
l'armée où on combat en fait l'action de M. Poutine en Afrique. Donc il faut à tout prix empêcher les pays du Sahel de s'allier à la Russie. C'est en fait ce véritable problème qui est sous-jacent, qui est caché, qui n'est pas dit. Comment vous pouvez comprendre que la même France qui reproche à la Russie d'empêcher l'Ukraine de choisir librement son adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne parce que c'est une nation démocratique, et que cette même France qui qualifie le Tchad d'un pays démocratique va donner l'ordre à son président de ne pas passer le main à M. Assimi Goïta, sachant que dans le G5 Sahel, c'est de présidence tournante. Vous voyez un peu le paradoxe. Alors moi, je crois que l'Union africaine doit écrire une motion à l'ONU pour convoquer la France sur le Conseil de sécurité pour son comportement prédateur, de bandit, d'impérialiste, d'injustice et aussi de fumisterie. Parce que si nos experts en droit de l'Union africaine sont vraiment conscients de comment on dit ça encore, de leur valeur en tant que pays africain et qu'on ne doit pas nous marcher sur le pied, il faut dénoncer le droit, le non-droit, là où il y a le droit. Parce que ce qu'ils reprochent à M. Poutine, même si M. Poutine est dans son droit, ils ne peuvent pas l'appliquer en Afrique en faisant ce qu'ils font à leur ex-colonie. Il y a un paradoxe là-dedans. Donc, moi, je trouve ça un peu trouble. Alors, qu'est-ce que nous on fait dans ce cas? C'est vrai qu'on utilise les médias pour contrer ce qu'ils nous envoient comme intox et, moi, j'appelle ça, c'est de l'otanium pur. C'est très brut et ça fait très mal. Ça groggy, quoi. Voilà. Alors, il faut que M. Assimi Goïta soit, il quitte carrément le G5 Sahel et il combat seul ces djihadistes avec l'aide de l'assistance de la Russie. Que le Centrafrique également met le bouchée double en rasiant complètement les résistances qui sont fidèles à M. Bozizé que la France a placé. Et on va voir comment ça va se passer entre le Tchad et le Niger, qui sont encore à la porte de la France. Parce qu'on ne va pas faire le jeu de cache-cache. Non, sorry. Il faut aller droit au but. De la même manière dont les Européens sont en train de chercher des moyens de sanctions et des moyens pour armer l'Ukraine, c'est de la même façon, nous aussi, nous allons nous armer de verbiage pour dénoncer cette supercherie, cette injustice, cette action antidémocratique et qui ne reflète pas le droit international parce que chaque pays, normalement, est disposé de son autonomie et de décider de ce qu'il doit faire. Et chaque institution d'un continent est autonome. Je ne comprends pas où c'est la France qui est le parrain du G5 Sahel ou c'est elle qui est le propriétaire du G5 Sahel. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous également, cher Peter Brown. On va prendre un dernier appelant pour cette soirée. C'est notre ami Lamine Diop qui nous a rejoint. Bonsoir Lamine, vous votez, vous contribuez. Bonsoir, merci pour votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes, artistes dans ces deux thématiques, M. Batingene, M. Chandalek, Mme Larbavi. Et puis, concernant les votes, je vais voter pour le président du Cameroun, ainsi que celui de la Centrafrique, et M. Assimi Goïta pour la puce symbolique du côté du Mali. Disons que mon cher Julien Wafo et mes chers analystes, cette élection présidentielle française, que ce soit Macron ou Marine Le Pen, au second tour, c'est encore le même vieux jeu consistant à choisir encore entre le soi-disant candidat Macron, figure de bienveillance, et le soi-disant candidat Le Pen, figure de guerre civile. Alors, comme on dit dans les milieux hippies, le candidat candidat Macron a gagné en pétant. Car désormais, en capitalisant sur le vote du premier tour au second tour, la gauche, par souci de soi-disant de dogme droit de l'homiste, ira départager les deux canassons au second tour en votant largement pour Macron et finalement l'équation est faite. On rentre à la maison. Voilà un autre style de bourrage d'urne à la française, c'est-à-dire depuis 3 ans et ce à chaque élection générale, médiatiquement, intellectuellement, ils ont préparé et conditionné les Français comment et pour qui doivent-ils voter, ainsi les business plans de la chaise à propriétaire de l'Élysée. Et voilà la France exceptionnellement donneuse de leçons à l'Afrique noire,
francophone, car malheureusement c'est le seul endroit sur Terre où elle est encore crédible et considérée. Alors moi, j'ai un plan. Et j'espère bien tous les enfants de France, du même pédigré que moi, prenons leur business. On va essayer de prendre leur business plan à l'envers. En clair, votez pour Marine Le Pen, en effet, car au pouvoir, celle-là aura deux choix. Soit elle va se travestir et trahir ses militants, et la mort de son parti et de ses idéologies politiques sont inéluctablement morts, soit elle décide de s'orienter vers le noyau dur de l'appareil politique raciste et fasciste de son parti, et là, ce serait le comble, en tout cas pour des gens comme moi. Cela va permettre de réveiller les Noirs de la France, les Noirs de France acculturés, et même les Noirs en Afrique, comme des Macky Sall et autres, à s'unir vers un patriotisme et un panafricanisme, et à retrouver leur identité africaine, au lieu de vouloir se vautrer dans l'identité et la civilité française. Étrange, mais je crois dur comme fer. En cela, comme un choc psychologique auprès des Noirs. Donc je vais voter Marine Le Pen ce dimanche, même si je sais, sur ce coup-ci, elle ne passera pas, comme j'ai évoqué un peu plus haut. Merci, bonne fin de soirée, à bientôt. Également, cher Lamine, retournons sur le plateau avec nos invités pour continuer le débat. On vous retrouve après avoir écouté les téléspectateurs, Jonathan Batengene. Les avis divergent en ce qui concerne cette présidence tournante du G5 Sahel qui devait être occupée, qui devrait, autant pour moi, être occupée par le Mali, mais injonctions, semble-t-il, ont été données au président qui est toujours en exercice, le général Mahamat Idriss Déby, de ne pas passer le témoin au colonel Assimi Goïta. Certains pensent que le Mali devrait profiter de cette occasion pour sortir définitivement du G5 Sahel. Pour Samuel Génédor Yumbi, le Mali doit rester au sein du G5 Sahel pour pouvoir voir de l'intérieur ce qui se passe, ce qui s'y passe et tous les projets de déstabilisation qui peuvent être organisés et pensés contre le Mali du côté du G5 Sahel. Quel est votre avis sur les deux thématiques? D'abord, vraiment, quand nous disons G5 Sahel, est-ce qu'on y croit? G5 Sahel est mort depuis. Depuis le G5 Sahel est mort. En décembre, il y avait une réunion à Paris. On avait invité 3 présidents. Le président le président du Tchad, de la Mauritanie et du Niger. C'est le G3 Sahel. Le fameux G3 Sahel. Parce que le président de la Mauritanie a dit, moi je suis un allié de l'Algérie. Ce procès en sorcellerie que vous organisez ou vous m'invitez, je n'y comprends rien, je préfère rester à la maison. Il n'est pas parti. Et les deux, désormais larbins de la France, y sont allés. Le Tchad et le Niger. Le président du Niger, il a quand même une attitude un peu... C'est un chef d'État, donc par respect, on ne peut pas te qualifier d'une manière un peu ridicule, mais il a une attitude qui laisse quand même l'impression que devant Macron, il se comporte comme une jeune fille qui a vu son fiancé tant attendu, le prince charmant. Il est toujours excité, il fait des déclarations, il dit des choses, je ne sais pas, il se prend pour plus français que même français. À la limite, on se pose même des questions. Est-ce qu'il croit en ce qu'il dit? Il ressemble à beaucoup d'hommes en Afrique qui font la politique du ventre. C'est-à-dire, lorsqu'il voit la marmite au feu, il devient le plus grand griot du maître. C'est dangereux pour un chef d'État. Maintenant, il a entraîné son parti politique dans cette affaire. Ce qui ne laisse plus à son pays qu'une seule option pour observer un grand changement là-bas, c'est une option révolutionnaire. Ça, je vais reprendre le propos du président Génédor Yumbi. La jeunesse nigérienne, les militaires nigériens doivent prendre leurs responsabilités. Cette manière d'agir n'a que trop duré et cette honte que l'Afrique ne fait que subir du fait du Niger ne peut pas toujours continuer ainsi. Alors, la France, avec son G3 Sahel, compte désormais, ou bien sort cette polémique inutile sur le Mali, le Tchad qui ne devrait pas passer la main,
qui a d'abord revendiqué même cette présidence au niveau des autorités maliennes. J'avoue que si ce soir, nous n'avions pas donné la date à laquelle aurait dû se passer la transition, personne n'aurait su. Personne n'y pensait. Assimi Goïta, même lui-même, peut-être, il a oublié ça. Vu qu'il n'a jamais demandé cette affaire. Il sait qu'il a un partenaire qui s'appelle la Russie. Lui, il est dans l'actualité. Il a la Russie. Ils ont signé un accord, un partenariat, un accord de coopération militaire. Cet accord est respecté par la partie russe et la partie malienne. Ça s'engence très bien. Ils ont reçu des armements le 17 avril dernier. Ils sont allés à l'abordage. Ils ont mis les terroristes en débandade. Moura, la base logistique de la Katiba Massima, a été détruite. Ils étaient l'autre jour au Miri, une autre ville. Ils ont attaqué. Ils ont réussi à prendre des gens. Ils ont des renseignements qui marchent bien. C'est performant. Ils sont dans une montée croissante. Il y a quelques jours, non, hier, le 19, Moussi, les Français quittaient Moussi. L'armée française laissait céder à l'armée malienne. Gossi. Voilà. Gossi. Les Maliens sont en train d'avancer. Est-ce que les Maliens se préoccupent même de savoir si le G3 Sahel existe encore? Peut-être même que si le président Assimi Goïta en avait connaissance encore, si ça lui prêtait encore à cœur, et puisqu'on insiste là-dessus, je suis sûr qu'il aime faire les choses de manière très bien. Il va demander au ministre Diop de voir un peu comment on va demander aux Français d'enlever le nom du Mali dans cette affaire. Donc, parce que le Mali est dans une option. Est-ce là la conduite à tenir? Une organisation inutile comme ça qui ne sert qu'à vous apporter des problèmes, vous n'allez pas y rester. Il faut sortir de là. Le Mali doit sortir du G3 Sahel, laisser que ce soit véritablement le G3 Sahel. Le Burkina Faso également, parce que déjà le Burkina n'a pas assisté à la réunion, c'est un autre indicateur. Ils doivent laisser cette affaire. Le Tchad, lui, bon, c'est Zoro désormais en Afrique, peut-être, c'est bien. Mais le Tchad doit se souvenir d'une chose. Et le président Mahamad, mieux que nous le sait. Les rebelles du FAT sont partis de la Libye, sont redescendus par le Niger. Quand ils ont été vaincus au Tchad, après avoir tué notre héros, le panafricain, le maréchal Idriss Déby Itno, ils sont rentrés au Niger. Le président Mahamat, nous ne lui posons qu'une question. Excellence, c'est avec le Niger là que vous allez être partenaire? Le Niger où le FAT trouve facilement refuge, sans inquiétude? Si c'est ça vos amis, eh bien il ne faudra pas être surpris des conséquences. Non, nous ne croyons pas que ce soit une amitié sincère. Le Tchad doit savoir choisir ses amis. Le Tchad doit savoir choisir ses amis. Nous comprenons que le président Mahamat soit jeune, mais c'est un militaire. Et avec son rang dans l'armée, on n'a pas droit à dire je ne savais pas. Cette alliance est une alliance dangereuse, criminelle. C'est une alliance de nature à perpétrer et à développer le terrorisme dans la bande sahélienne. Pour ce qui est des pays comme le Mali, la solution a déjà commencé à être trouvée. Et nous encourageons les autorités maliennes simplement à sortir de la CEDEAO, à sortir de l'UEMOA, à créer sa propre monnaie. Nous invitons encore, nous saluons le travail déjà fait par les forces de sécurité et de défense maliennes, les FAMA. Vraiment bravo aux FAMA, bravo à tous les patriotes du Mali, notre frère Diawara, notre sœur Fofana, à tous ceux qui dans le gouvernement œuvrent à la réussite de tout ce qui est fait actuellement dans la coopération avec la Russie. Nous disons bravo. Le peuple africain est toujours avec vous, sera toujours avec vous tant que vous gardez cette option panafricaniste. Il y a une grande étape qui doit être franchie. C'est la création de la monnaie malienne. J'ai lu dans les réseaux sociaux des pseudo-analystes géopolitistes qui écrivent du genre « Nous avons déjà certains problèmes, créer une monnaie nous apportera plus de problèmes. » Laissez.
Il y a un moment dans la vie où on a les problèmes. Et puis il y a un moment où on rit. Eh bien, celui qui a peur des problèmes n'est pas prêt de les affronter. Il faut les affronter pour avancer. Donc, le président Assimi Goïta, Excellence, entourez-vous de l'expertise. Le président Agbou est là. Le professeur Agbou est là. C'est un intellectuel africain, panafricain convaincu, qui comprend ses affaires de monnaie. Il y a à côté de lui d'autres intellectuels. Réunissez un comité scientifique pour la création de la monnaie malienne. Travaillez avec l'Algérie. Nous avons toujours salué cette coopération fructueuse avec l'Algérie. La Mauritanie que nous avons citée ici a bénéficié de cette coopération. Elle est sortie dans les années 2000 de la CEDEAO et de l'espace UEMOA, a créé sa monnaie avec l'Algérie, et la Mauritanie n'est pas devenu le pays le plus pauvre du monde. D'ailleurs, et c'est ça qui est grave, quand le président Bazoum parle, la France aime souvent, dans l'ordre des journaux de ses médias mensonges, citer le Niger comme un exemple de pauvreté en disant que c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. Ce qui est un mensonge. Le Niger est un pays riche. Il suffit que les hommes comme le président Bazoum ouvrent les yeux pour comprendre cela. Tant qu'ils se font les larbins de la France, ça restera ainsi. Donc, Excellence Assimi Goïta, prenez une option qui sera un retour, qui sera un axe qui va vous permettre de vous enrichir et de commencer les grands chantiers de construction du Mali. La Banque mondiale vous fait du chantage. Il y a l'OCS de l'autre côté. Il y a l'Organisation de coopération de Shanghai. Pourquoi ne pas y adhérer? Commencez à travailler à votre adhésion. La Chine, Afrexim Bank of China, est capable de vous débloquer tous les fonds que aujourd'hui le FMI peut vous laisser miroiter. Les partenaires financiers sont importants ailleurs. L'Iran peut vous financer des projets. Pourquoi ne pas tester cette coopération? Prenons le risque. Les Nord-Coréens l'ont fait. Ils ne sont pas devenus le peuple le plus misérable de la planète. Bien qu'ils ne soient plus le peuple le plus fréquentable du point de vue de la géopolitique états-unienne, les Nord-Coréens ont des progrès technologiques faramineux. Ils sont à des années-lumière du point de vue technologique de nous, les pays africains qui sont fréquentables. Je préfère encore être une Corée du Nord avec cette capacité technologique que d'être un pays africain avec le niveau de sous-développement actuel. Président Assimi Goïta, ayez encore plus d'audace dans cette révolution qui est engagée. Laissez Macron et ses petits sous-préfets Ouattara s'embrouiller dans le verre d'eau qu'ils se sont eux-mêmes constitués. Le G3 Sahel, c'est trop petit pour le Mali. Le Mali est une puissance militaire désormais qui compte. Coopérer avec la Russie, continuer cette coopération. Nous, c'est ce qu'on peut dire là-dessus, hein, que la France demande qu'on ne mette pas le président, ça rapporte quoi? Ça a développé le Tchad lui-même, non. Ça n'a rien apporté au Tchad. Tout ce que ça a servi à faire, c'est simplement maintenir la France sur le territoire africain. Eh bien, il serait même mieux de sortir de cette organisation et laisser que ça devienne une organisation de 3 pays donc, qui perd de sa légitimité dans le Sahel. À un certain moment, ces autres pays-là, victimes de terroristes, quand leurs militaires ou leur population vont prendre conscience des enjeux, ils vont renverser les pouvoirs tels que nous le souhaitons et ils vont sortir de cette organisation et demander à la France de rapatrier avec ses bases militaires. Merci à vous, cher Jonathan Batengene. Eh bien, on vous retrouve donc, professeur Mbelek, sur la question de la présidence tournante du G5 Sahel. Il faut dire que les injonctions sont passées sans être officielles parce qu'on a du mal à comprendre comment un mandat qui s'achevait en février, la passation n'a pas encore pu se faire. Il y a le président du Niger qui, on le sait, n'est pas en bon terme avec les autorités du côté de Bamako, qui refuse de se rendre dans la capitale malienne pour un semblant de sommet qui ne pourra pas faire cette passation de service. Paris semble déterminé à maintenir
les pays du Sahel dans une certaine position. Le président Assimi Goïta s'est déjà démarqué avec le Mali. Est-ce que d'après vous, la position actuelle de Bamako en ce qui concerne la non-réclamation de cette présidence tournante du G5 Sahel est la meilleure? Le colonel Assimi Goïta doit-il maintenir le cap? Bien sûr, le Mali n'est pas demandeur d'être président d'un G5 Sahel, que je vais préciser de quoi il s'agit, parce que Amina Fofana nous en a déjà dit quelque chose ici. Hein. Bon, d'abord, Monsieur Bahamat, président de transition du Tchad, peut continuer à faire la transition aussi du G5 Sahel, puisqu'il est habitué à la transition. Ça fait 1 an qu'il est en transition. Pourquoi ne pas rajouter celle du G5 Sahel? Bon, maintenant, Amina Fofana nous a fait remarquer qu'en fait, il n'y a pas de G5 Sahel. Dès le départ, c'est le G6 Sahel. Parce que quand vous regardez même sur Google, c'est quoi G5 Sahel? La France n'est pas parmi les 5 là. Qu'on va citer. Et les 5, c'est quoi? C'est Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, et puis Tchad. Il n'y a pas la France. Donc, la France s'est mêlée dès le départ, c'est un hold-up. Donc, c'est un G6 Sahel. Donc, Jonathan, dans l'équation que tu as dressée, vu les sous-entendus, c'est un G3 Sahel, parce que quand on dit G5 Sahel, on fait comme si la France était parmi les 5. Mais si réellement, regarde, puisqu'on dit G5 Sahel sans nommer la France, en fait c'est un G2 Sahel. Parce que d'État africain, il n'y a que le Tchad et le Niger. C'est un G2 Sahel. Puisque la Mauritanie, elle n'est pas venue, le Mali n'a pas été invité, le Burkina non plus. Bah, c'est un G2 Sahel au niveau africain. Donc, si vous excluez 3, il vous reste 2. Est-ce que ça a du sens? Au niveau africain. Ça a du sens seulement si vous dites que c'est la chose de la France. C'est un hold-up. Alors, si c'est la chose de la France, on n'en a rien à faire. Et Assimi Goïta a raison. Ils ne sont pas demandeurs. Il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que le G5 Sahel a apporté à la lutte contre les terroristes dans cette région sahélienne? Rien. Si ça bouge au Mali actuellement, c'est par la collaboration avec la Russie. Et c'est pas en allant dans le G5 Sahel que la France donnera plus de renseignements corrects au FAMA qu'elle n'a jamais fait avant hors du G5 Sahel. On est d'accord? Donc c'est une collaboration inutile. Par contre, Yumbi comprend une chose, et je serais plutôt d'accord avec Jonathan, si vraiment les Maliens prenaient, enfin le gouvernement de transition malien prenait le G5 Sahel, j'ai entendu 6, hein, G6 Sahel. G6 Sahel. Oui, au sérieux, c'est plutôt la France qui prend les renseignements en fait. C'est la France qui lorgne de ce que les Maliens feraient avec la Russie, et à travers cette collaboration, aurait son œil dedans. Donc il n'y a pas intérêt à continuer la collaboration. Mais il n'y a pas de mais non. Si on a changé de partenaire, on ne va pas dire tu ne viens pas, tu te quittes, et puis on le retrouve de l'autre côté, au G5 Sahel. Attendez, nous on est des mathématiciens dans l'âme, nous les Africains, nous nos ancêtres étaient des mathématiciens. Bon, je sais que y en a qui sont allergiques aux maths, hein. Mais pour moi c'est des endocolons potentiels. Bon, les panafricanistes, ils doivent être africains comme nos ancêtres l'étaient. Parce que l'acquisition des mathématiques ne tient que du cerveau humain. Et dans la longue durée, le cerveau humain a beaucoup plus travaillé en Afrique que nulle part ailleurs dans le monde. Qui dit le contraire? Personne ne peut dire le contraire, puisqu'il y a plus de 200 000 ans de vie de l'homme en Afrique, ici. Plus de 100 000 ans sans qu'il en sorte. Donc ça fait plus de 200 000 ans que le cerveau humain travaille en Afrique. Or, l'homme n'existait pas en Europe il y a encore 50 000 ans. Hein. Et c'était encore un Africain qui venait d'Afrique. Mais il n'y en avait pas. Pas plus qu'en Asie, il y avait d'hommes il y a plus de 60 000 ans. Donc, je pense que c'est une assertion qui n'est pas fausse. Elle est absolument vraie. Bon, ok, donc il faut en tenir compte. Maintenant que j'ai dit ça, il y a autre chose. C'est que la question est la présidence de la transition refusée au Mali parce qu'il y a Macron, etc. Non, non, il n'y a aucune raison. La seule chose à faire, c'est de rompre définitivement tous les ponts avec la France, qu'on n'en parle plus. Je parle d'État français néocolonial tel qu'il existe aujourd'hui. Donc que ce soit au G5 Sahel ou autre, et que désormais on ne tienne plus compte d'une collaboration quelconque avec l'Occident quand il s'agit du militaire. Je dirais même, moi je dirais même extrémiste. J'accepte. C'est ce que j'allais dire. Je dirais même économique. Moi là-dessus je suis même extrémiste. Parce qu'il y en a qui vont dire que Jean-Paul Mbeleke est extrémiste, parce que c'est tout à fait... Oui. Moi, je dirais même jusqu'à l'économique. Qu'est-ce qu'on a gagné en collaboration? Nous, ici au Cameroun, on a Eneo. Ils ont enlevé un Français, soi-disant pour qu'il n'y ait plus de délestage. On a mis un Belge. Les délestages sont encore de plus belles.
C'est depuis que le Belge est là. Soit disant, lui, il est là pour qu'il n'y ait plus de délestage. Mais il y a encore plus de délestage qu'avant. Il faut qu'on comprenne, ces gens-là nous empêchent d'utiliser notre cerveau. Ces gens-là, c'est comme dans l'équipe nationale de football du Cameroun. Tant que nous n'exerçons pas par nous-mêmes, on a du mal à travailler en coordination entre nous. On est avec l'extérieur, et donc notre cerveau est tourné vers l'extérieur, et pas entre nous, pour maîtriser notre propre terrain, pour résoudre nos propres problèmes, innover par nous-mêmes. En d'autres termes, il ne faut plus demander... D'ailleurs, les fonds viennent d'où? Les fonds du G5 Sahel viennent d'où? Il ne faut... La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Effectivement. Il ne faut plus espérer aucun financement de l'Occident. Moi, je serais même extrémiste par rapport à Jonathan cette fois-ci. Encore extrémiste. Oui, encore plus extrémiste. Extrémiste de l'extrême. Oui, extrémiste de l'extrême. Ah oui, il n'y a pas de limite. Moi, je pousse l'extrême au maximum. Pourquoi même la Chine. Pourquoi attendre un financement chinois? Je signale que ça veut dire dette. Et qui dit dette veut dire qu'on dépend des banquiers qui nous a financés. Et ça veut dire que c'est quelque chose une lourdeur que nous laissons à nos enfants. Non, on veut se libérer. Et la Corée du Nord, dont Jonathan est l'exemple, et je suis d'accord avec lui, n'a pas demandé un financement extérieur pour fabriquer ses bombes, hein, ou son armement militaire. Non. Le génie créateur africain ne peut s'exprimer qu'entre Africains. Et l'Afrique, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dès qu'on a un problème, regardons entre nous. Bon, l'Algérie, toi tu as quoi? Ok, tu peux financer. Bon, l'Afrique du Sud, encore que l'Afrique du Sud, de temps en temps, il faut faire un peu attention. Parce que la banque Oppenheimer, là et là-bas, les diamantaires Oppenheimer, de temps en temps, il faut faire attention. Mais bon, moyennant cette attention-là, on collabore entre Africains. Au Burundi, tout à l'heure, il y a le frère qui est intervenu. Au Burundi, tous les pays africains, c'est d'abord ce qu'il nous faut entre Africains. Et lorsque nous voulons aller vite maintenant, que nous allons voir les partenaires, les nouveaux partenaires, à savoir la Chine, la Russie, on a même parlé de l'Inde, la Turquie. L'Inde, la Turquie, l'Iran. L'Iran, bon, tous les autres là. Mais c'est d'abord entre nous. Et quand on va voir les autres, c'est pas pour leur demander leur argent. C'est absurde. Moi, je trouve ça absurde en tant que physicien qui fait des mathématiques, ça me paraît absurde d'attendre tout un financement. Non, puisque nous disons que c'est basé sur l'or et c'est nous qui avons l'or. Donc quel financement on attend? Ça s'appelle la négociation. C'est tout. Tu me donnes tant, je te donne tant. Je pense que de nos jours, vu le danger dans lequel on s'expose, il faut mieux penser beaucoup plus troc que penser finance. Parce que tous les marchés financiers sont contrôlés par qui? Notre économie. Mais oui. Jusqu'au jour où nous aussi, bon, on a les capacités de pouvoir organiser tout ça. De toute façon, pour moi, la finance, c'est l'escroquerie. Hein. Je peux me tromper, mais je ne vois pas mieux. Hein. Pour moi, qui dit finance veut dire escroquerie. Tel qu'on l'entend jusqu'à aujourd'hui, finance veut dire escroquerie. Parce que la personne qui te finance, tu dois lui payer avec intérêt. Dès qu'on met l'intérêt là, c'est déjà une escroquerie. Oui. Cette part d'intérêt là vient d'où? Elle correspond à quelle richesse? Je vous donne 100. Vous me dites, non, je vous demande 100. Vous me donnez 100, mais tu me rendras 110. Le 10 là est venu d'où? Puisque moi j'ai travaillé 100. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des crises au niveau financier à chaque fois. Ça s'appelle l'escroquerie. Ça donne les Rothschild qui vivent sans travailler. Et nous sommes leurs esclaves éternels à les rembourser, les dettes qu'on a contractées. Et dans la dette, le pire, c'est qu'il y a le service de la dette. Il faut aussi payer le service de la dette. Il y a la dette plus le service de la dette. Et le principal. Mais c'est trop, c'est une escroquerie, ça. Voilà. Donc, moi, je pense que je n'ai pas de conseil à donner aux autorités maliennes parce qu'elles ont fait preuve de beaucoup d'intelligence jusqu'à présent et sont des dignes fils d'Afrique. Mais je dirais que ne faites rien qui engage la souveraineté de l'État, sachant que vous êtes en train de vous battre pour votre souveraineté. La priorité, c'est libérer totalement le territoire. Quand ce territoire sera libéré, chemin faisant, ça servira d'exemple à d'autres. Même les Nigériens, là, pour l'instant, leur parlement vote pour que Barkhane et Takuba se redéploient au Niger. Voilà. Oui, mais dans quelques temps, si le Mali tient, le Burkina suit, eh ben, ils vont s'en inspirer. Le Sénégal, déjà, ça commence. Ils vont s'en inspirer. Et puis, la France se retrouvera beauté hors d'Afrique, de l'Ouest. C'est tout. Et ce n'est que la logique de l'histoire. Donc, je pense que je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Je me suis fait comprendre. Et parfaitement, bon entendeur, salut.
Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. C'est avec vous, cette parole en tout cas, que nous refermerons cette édition du Mérite panafricain. Je crois qu'ensemble, on a fait le tour des questions, des deux sujets qui nous préoccupaient ce soir, notamment l'élection présidentielle à venir du côté de la France. D'après nos invités, il n'y a plus de surprise. Le président français Emmanuel Macron sera bien sûr réélu, porté par tous ces lobbies qu'il avait déjà portés pour son premier mandat. Et de l'autre côté, la présidence tournante du G5 Sahel, le président Assimi Goïta, qui n'est d'ailleurs pas demandeur de cette présidence-là, continue de maintenir le statu quo car les intérêts du Mali sont tout ailleurs. La coopération avec la Fédération de Russie a permis à l'État malien de véritablement combattre le terrorisme. Ce sont ces deux thématiques qui nous intéressaient ce soir. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission, à la réalisation Naveda Enata, au call center Idel Fallon et à la diffusion Parfait Bissaï. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir.